Pour découvrir la Provence, nous vous proposons de suivre la vallée du Rhône, d'Orange aux Sainte-Marie-de-la-Mer, débordant à l'ouest sur Nîmes et le pont du Gard, à l'est sur la fontaine de Vaucluse, Cassis et Marseille. Aux richesses de ces paysages naturels, Alpilles, Luberon, falaises de Cassis, étangs de Camargue, s'ajoute celle de son histoire. La Provence, axe de circulation des idées, des cultures et des armées, conserve de nombreuses traces de son passé tumultueux. De la Rome antique, civilisation de bâtisseurs géniaux, elle porte les vestiges. Ouvrages d'art, temples, arènes et théâtres nous permettent d'imaginer ce que fut la vie provençale au temps de la Pax Romana. Avec ses fortifications, ses villes closes, ses châteaux forts, le Moyen-Âge marque de son empreinte tous les verrous stratégiques de la région. Parallèlement, églises et chapelles viennent tempérer les images agressives des créneaux et machicoulis. Cependant, certains édifices religieux furent à la fois lieux de culte et sites défensifs. Mais la Provence n'est pas qu'histoire et paysage, elle vit. Ses accents, ses fêtes, ses corridas, ses marchés, ses villes, ses villages affirment son identité. Pays de Mistral, de Daudet et de Pagnol, elle a séduit Picasso, Van Gogh, Vasarely et bien d'autres encore. Illustres ou anonymes, ces hôtes, même d'un jour, en gardent dans leur cœur un souvenir éternel. Situé sur la Via Agrippa, reliant Lyon et Arles à l'époque romaine, l'Arc de Triomphe d'Orange marque notre entrée en Provence. Édifié en l'an 20 avant Jésus-Christ et consacré à la gloire de la 2e Légion romaine, ces bas-reliefs retracent des faits d'armes relatifs à la pacification de la Gaule. Avec ses 20 mètres de hauteur, c'est un des plus beaux arcs de triomphe et des mieux conservés. Toujours romain et plus impressionnant encore, le théâtre antique. Seul théâtre romain d'Europe à avoir conservé son mur de scène, il a été édifié au début de l'ère chrétienne. Doté d'un hémicycle de 199 mètres de diamètre, d'une scène de 60 mètres de long pour 13 mètres de profondeur, de murs extérieurs hauts de 37 mètres pour 103 mètres de longueur, cet édifice culturel permettait à 9000 personnes d'assister aux représentations. Très apprécié aujourd'hui pour ses qualités acoustiques et esthétiques, tous les grands noms de l'art dramatique et lyrique s'y produisent. Pour les amateurs de Côtes-du-Rhône, Châteauneuf-du-Pape peut être un cri de ralliement. Et si à leur passion du vin s'ajoute celle de l'histoire, les connaisseurs ne manqueront pas de vous distiller quelques anecdotes à propos du château. Vous apprendrez ainsi qu'édifiée par les papes d'Avignon, la forteresse fut brûlée au cours des guerres de religion. Depuis les ruines, magnifique observatoire, la vue porte à l'ouest sur la vallée du Rhône et Avignon, à l'est sur le mont Ventoux et les dentelles de Montmirail. À leurs pieds s'étendent les vignobles de Gigondas, autres crus fameux. Au plaisir du palais peuvent s'ajouter ceux de la nature et de la randonnée. Du col du Queyron, le panorama sur les dentelles ou la plaine d'Orange récompense le marcheur de ses efforts. En bordure du plateau du Vaucluse, au sud des dentelles de Montmirail, ces eaux émeraudes à l'aspect paisible sont celles de la fontaine de Vaucluse, l'une des plus puissantes résurgences au monde. En période de hautes eaux, ce sont plus de 150 mètres cubes secondes qui émergent à la surface et dévalent dans un bouillonnement assourdissant. Nul n'a encore réussi à percer le mystère du parcours souterrain de la Sorgue. En 1985, un sous-marin téléguidé n'a pu descendre au-delà de 315 mètres de profondeur. En aval de la résurgence, la Sorgue conserve sa couleur émeraude et reprend un aspect pacifique entraînant au rythme de sa descente les roues des moulins qui jalonnent son cours.
Plus à l'est, sur une falaise, terminant le plateau du Vaucluse, s'étagent les maisons du village de Gordes. Calades, petites ruelles pavées, passages voûtés et arcades font le charme de ce petit bourg. Pour se protéger des rayons du soleil et résister à la violence du Mistral, les toits en tuiles romaines font merveille. Au cœur du village, en son point culminant, le château ajoute le charme de son architecture Renaissance à celui des maisons qui le cernent. La cheminée de la grande salle du premier étage, datée de 1541 avec ses frontons, coquilles et pilastres, affirme son appartenance à la Renaissance. Sur le territoire de la commune de Gordes, à quelques centaines de mètres du château, s'étend le curieux village des Bories. Cet ensemble de maisons de pierre sèche, assemblées sans apport de mortier, aurait entre 200 et 500 années d'âge. Bergeries, maisons d'habitation, fours à pain et divers bâtiments à vocation agricole furent utilisés jusqu'au début du XIXe siècle. À 5 minutes de Gordes en voiture, édifiée au creux du petit canyon de la Sénancole, l'abbaye cistercienne de Sénanque témoigne de l'austérité de ses bâtisseurs. La stricte application de la règle bénédictine prônée par saint Bernard, fondateur de l'ordre des cisterciens, rejaillit sur l'architecture sans fioriture de l'abbaye. Ligne pure, simplicité des ornementations, les bâtiments incitent les moines au travail et à la prière. Depuis 1148, date de la fondation de l'abbaye par des moines venus de l'abbaye de Mazan en Ardèche, rien ne vient perturber l'ordre de la règle. Entre le plateau du Vaucluse et la montagne du Luberon, le petit village de Roussillon pare toutes les façades de ses maisons de couleur chaude. Il faut savoir que l'ocre utilisé comme teinte provient des carrières de la commune situées à 300 mètres de la place du village. Dans la montagne du Luberon, Opède le Vieux fait face au plateau du Vaucluse. Sauvé de la disparition à l'initiative d'artistes et hommes de lettres qui s'emploient à le restaurer, ce pittoresque village est bâti sur un éperon rocheux. À son sommet, l'église du XIIIe, remaniée au cours des siècles, et le château des comtes de Toulouse, reconstruit au XVe et XVIe siècle, offrent de beaux points de vue sur la vallée du Coulon, le plateau du Vaucluse et les pentes nord du Luberon. À l'ouest du Luberon, sur le Rhône, existe un pont sur lequel, paraît-il, on danse tous en rond. Saint-Bénézé, tel est son nom, plus connu sous l'appellation de Pont d'Avignon, fut édifié au XIIe siècle et en partie emporté par une crue du fleuve au milieu du XVIIe. Avignon, ville close et fortifiée, fut cité des papes à partir du XIVe siècle
en 1309 précisément sous le pontificat de Clément V. C'est avec Benoît XII, ancien moine cistercien, que la papauté s'installe réellement à Avignon. En 1378, à la mort du pape Grégoire XI, le grand schisme divise la chrétienté d'Occident. Un pape italien à Rome, Urbain VI, et un antipape français à Avignon, Clément VII, se disputent les immenses ressources de la papauté. Le schisme prend fin en 1417 avec l'élection de Martin V, pape reconnu par l'ensemble de la chrétienté occidentale. Après cette date, la ville va demeurer terre pontificale jusqu'à la Révolution française. Au cœur de la vieille ville, sur la place de l'Horloge, se trouvent l'hôtel de ville et le théâtre municipal. Chaque année, au mois de juillet, Avignon accueille le plus célèbre festival français de théâtre. La cité close vit alors au rythme des représentations, devenant un immense théâtre à ciel ouvert. Délimitant l'extrémité nord de la place du Palais, le Petit Palais, édifié au début du XIVe siècle, abrite depuis 1976 la fabuleuse collection de peintures du marquis Gianpietro Campana. Avec 300 primitifs italiens, cette collection forme un ensemble unique en Europe, permettant un voyage au cœur de la création artistique italienne entre le Moyen Âge et la Renaissance. Le Palais des Papes fut construit en 2 temps. En 1334, Benoît XII confie à l'architecte Pierre Poisson l'édification d'une puissante forteresse, vaste et austère, conforme au passé cistercien du pape. Clément VI, aristocrate fastueux, fit bâtir par Jean de Louvre, accolé au premier, un second palais de style plus fleuri. La salle du consistoire était le cœur de l'activité diplomatique du Saint-Siège. Réception, annonces, procès en canonisation, le pape et ses cardinaux débattaient ici des intérêts de la chrétienté. Doté d'un magnifique lambris de bois en forme de carène renversée, le grand tinel, ou salle des festins, étonne par ses dimensions, 45 mètres de long pour 10 mètres de large. La chapelle du Tinel, décorée entre 1344 et 1345 par les peintres de Matteo Giovannetti, retrace des scènes de la vie de Saint Martial. Ces fresques polychromes montrent l'admirable maîtrise de la perspective et des détails des artistes italiens. L'austérité du Palais Vieux, austérité toute cistercienne voulue par son fondateur, s'exprime par la sobriété du cloître de Benoît XII. Cette simplicité confère au lieu une sérénité intemporelle. Du haut de la tour Saint-Jacques à Villeneuve-les-Avignon, la vue sur la cité des Papes et sur la porte fortifiée du fort Saint-André mérite le détour. À 10 km au sud d'Avignon, la résidence des marquis de Barbentane, construite à partir de 1674, ne fut achevée qu'à la fin du XVIIIe siècle. Cette demeure, considérée comme le plus italien des châteaux de Provence, est toujours habitée par un marquis de Barbentane. Entre Avignon et Nîmes, sur la rive droite du Rhône, enjambant la vallée du Gardon, le pont du Gard est une des merveilles de l'Antiquité. Construit entre l'an 40 et l'an 60 de notre ère, sous le règne de l'empereur Claude, cet aqueduc conduisait à Nîmes les eaux de source captées aux environs d'Uzès. Long de 275 mètres, le 3e étage de l'édifice surplombe de 49 mètres les eaux du Gardon. C'est après l'ascension des 140 marches de la Tour Magne, point le plus haut de la ville, que l'on découvre un magnifique panorama sur les toits de Nîmes et le jardin de la Fontaine. Ce jardin s'étend au pied de la tour 2 fois millénaire. Il est l'œuvre surprenante d'un ingénieur militaire du XVIIIe siècle répondant au nom de maréchal.
La fontaine, superbement aménagée, s'avère être une résurgence des eaux de pluie qui s'infiltrent dans les garrigues calcaires du nord-ouest de Nîmes. Situés dans le jardin des fontaines, les vestiges dits du temple de Diane sont datés de la première moitié du IIe siècle. La fonction originelle de ces ruines reste aujourd'hui un véritable mystère. Face aux parois de verre et d'acier du carré d'art, la maison carrée est en fait le temple le mieux conservé du monde romain. Construit à la fin du 1er siècle avant notre ère sous Auguste, il s'inspire des plans du temple d'Apollon de Rome. Sa préservation jusqu'à nos jours est un véritable miracle. Au cœur du vieux Nîmes, la cathédrale Saint-Castor, élevée au XIe siècle, souvent remaniée, est ornée de nombreuses frises romanes du XIIe siècle. Construites entre le 1er et le 2e siècle, les arènes de Nîmes sont classées par leurs dimensions au 9e rang des amphithéâtres gaulois. Elles sont par contre les mieux conservées du monde romain. D'une capacité de 24 000 spectateurs à l'époque romaine, les arènes ont été transformées en forteresses au temps des Visigoths, puis en châteaux, pour finir en véritable bourg, comptant encore 700 habitants au XVIIIe siècle. Les travaux de remise en état ne débutèrent qu'en 1809, et depuis la première corrida, en 1853, l'amphithéâtre est devenu un haut lieu de la tauromachie en France. La feria de Nîmes plonge la ville dans une atmosphère de liesse saturée d'émotions taurines. Aficionados, taureaux et toreros partagent une même passion où se côtoient en un fascinant ballet la vie et la mort. Si le taureau fait partie de la tradition provençale, à Tarascon, musique traditionnelle, costumes provençaux, gardians et vachettes sont également de la fête.
Consacrée entièrement aux frasques du chasseur le plus célèbre de la ville, la maison de Tartarin, véritable musée, rassemble une multitude d'objets hétéroclites qui font douter de l'aspect purement imaginaire de ce personnage pourtant créé de toutes pièces par Alphonse Daudet. Dominant le fleuve de 48 mètres, le château, magnifique édifice du XVe siècle, doit son aménagement final au roi René. Roi de Provence, il y organisa de nombreux tournois et fêtes, dont celle fameuse de la Tarasque, monstre qui sortait du fleuve pour dévorer les enfants de Tarascon et qui fut pacifiée par l'une des Saintes Maries de Camargue, Marthe. Transformé en prison royale au XVIIe siècle, l'édifice conserva ce rôle carcéral jusqu'en 1926. Restauré, il est aujourd'hui l'un des plus beaux châteaux médiévaux de France. Sur la rive opposée du Rhône, le château et le port de plaisance de Beaucaire font face à Tarascon. Les deux châteaux se surveillaient l'un l'autre, Tarascon pour le comte du royaume de Provence, Beaucaire pour celui de France. Démantelé par Richelieu, le château de Beaucaire abrite aujourd'hui un superbe spectacle de rapaces perpétuant la tradition des fauconniers de la noblesse féodale. D'aussi loin qu'il me souvienne, je vois dans mes yeux au midi, là-bas, une barre de montagne dont les mamelons, les rampes, les falaises et les vallons bleuissaient du matin aux vêpres, plus ou moins clairs ou foncés, en hautes ondes. C'est la chaîne des Alpilles, ceinturée d'oliviers comme un massif de roches grecques, un véritable belvédère de gloire et de légende. C'est ainsi que Frédéric Mistral, grand poète provençal, parlait de ces Alpilles. Au pied des Alpilles, à Saint-Rémy de Provence, Vincent van Gogh choisit comme lieu d'internement, entre 1889 et 1890, la maison de santé de l'ancien monastère de Saint-Paul de Mosole. Durant son séjour, il réalisa de nombreuses toiles de son environnement proche. À 400 mètres de l'ancien monastère, les antiques défient le temps depuis près de 2 millénaires, incroyablement préservés des destructions qui frappèrent la cité romaine de Glanum, distante pourtant de quelques dizaines de mètres seulement. Entre les 3e et 2e siècles avant notre ère, la ville de Glanum comptait déjà nombre d'édifices publics, temples, agoras, salles d'assemblée. À partir de la prise de Marseille par César en 49 avant Jésus-Christ, la ville connaît un nouvel essor. Forums, temples et thermes voient le jour. C'est vers 270 que Glanum est victime des Germains. Le site ne sera pas reconstruit. Adossé aux Alpilles, le village d'Égalières étage ses maisons à l'abri des ruines de son ancien château. Cette petite localité abritait jadis une légion romaine chargée de protéger un captage d'eau alimentant la ville d'Arles. Égalières mène aujourd'hui la vie paisible d'un village provençal choisi par de nombreux artistes. Sur le territoire de la commune, la chapelle Saint-Sixte du XIIe siècle est édifiée à l'emplacement d'un ancien temple païen. Isolée en pleine nature, avec ses cyprès, ses amandiers, la chapelle dégage un sentiment de sérénité.
Situé sur une arête rocheuse des Alpilles, le château fort des Baux de Provence donne un aperçu de la puissance qu'exerça la cité dès le XIe siècle sur la féodalité du Midi. Au XIIIe, les cours d'amour des Baux font se déplacer tous les grands seigneurs de Provence qui s'affrontent en joute de troubadours. Au XIVe siècle, le vicomte Raymond de Turenne, seigneur des Baux, célèbre pour sa cruauté, troubla la région de ses ambitions hégémoniques. Foyer de protestantisme, jugé trop souvent opposé à l'autorité royale au goût de Richelieu, le château fut démantelé sur ses ordres en 1632. La cité, qui compta au temps de sa splendeur plus de 4000 habitants, est aujourd'hui un haut lieu du tourisme provençal. Avec ses ruelles étroites et caladées, ses maisons et ses vestiges, les Baux permettent de voyager dans le temps entre XIIe et XVIIe siècle. De nombreux artisans d'art ont choisi de s'établir aux Baux. Les centeniers trouvent ici un cadre en harmonie avec leur activité. Après avoir fait ses moules, le centenier les emplit de terre, démoule ses figurines, les ébarde, puis les passe au four. Vient ensuite le délicat travail du pinceau. 7 passages seront effectués. L'habillage requiert de la part de la couturière un soin minutieux. Au total, 5 à 6 semaines sont nécessaires du démoulage des figurines à la touche finale. Le pays des Santons est aussi celui des moulins. Le plus célèbre d'entre eux, celui de Daudet, se trouve à une poignée de kilomètres au sud des Baux, à Fontvieille. À des kilomètres à la ronde, entre Arles et Fontvieille, sont visibles les impressionnants bâtiments édifiés au XIIe, XIVe et XVIIIe siècle de l'ancienne abbaye de Montmajour. Son dernier abbé, le cardinal de Rohan, impliqué dans l'affaire du collier de la reine, voit son abbaye dissoute par Louis XVI en 1786. Elle traversa tant bien que mal la Révolution, perdant au passage tous ses biens de valeur et quelques pierres de taille. Les travaux de restauration des constructions, commencés en 1872, se poursuivent encore aujourd'hui. Non loin de l'abbaye, la petite chapelle Saint-Gabriel date du XIIe siècle. De taille plus modeste, son style roman est à dimension plus humaine. Au temps de l'Antiquité, les voyageurs arrivaient à Arles par la voie aurélienne bordée de tombeaux et de mausolées. La nécropole des Aliscans s'est développée à la suite d'une succession de miracles qui se seraient produits autour du tombeau de Saint-Genès. Saint-Genès, décapité en 250 pour avoir refusé de transcrire
un édit de persécution des chrétiens. L'église Saint-Honorat, XIIe siècle, marque l'extrémité de cette allée de tombeaux. Les arènes d'Arles, contemporaines de celles de Nîmes et de même dimension, connurent une histoire similaire. Construites au 1er siècle par les Romains pour les Jeux du cirque, elles furent transformées en forteresses au haut Moyen-Âge, puis en véritable ville avec plus de 200 maisons et 2 chapelles. Pour édifier villes et forteresses, les matériaux furent prélevés directement sur le site. Les arènes, bien que mutilées, survécurent à ces dégradations et retrouvent aujourd'hui, avec les corridas, les ambiances qu'elles connurent certainement à l'époque des Jeux du cirque. Le théâtre antique, construit sous Auguste vers 25 avant Jésus-Christ, a servi de carrière pour la construction d'églises au IXe siècle. Transformé lui aussi en forteresse, il disparaîtra sous les habitations. Dégagé au XIXe siècle, quelques vestiges subsistent, dont 2 colonnes qui témoignent de la magnificence de ce qui fut le mur de Seine. On ne compte plus que quelques gradins de l'hémicycle qui pouvaient contenir jusqu'à 12 000 spectateurs. Non loin de là, le cloître de l'église Saint-Trophime est l'un des plus célèbres de Provence pour la finesse de sa décoration sculptée. Sa construction s'est déroulée en plusieurs étapes. Ces galeries furent ainsi édifiées entre le XIIe et le XIVe siècle. Les jardins de l'espace Van Gogh, siège de la médiathèque et centre universitaire, ont été retracés en s'inspirant d'une des toiles du maître. Au sud de la ville, le pont Van Gogh rappelle le célèbre tableau de l'artiste. Avant son embouchure, le Rhône se divise en 2 pour donner le Petit et le Grand Rhône. Le delta délimite ainsi les frontières naturelles des 85 000 hectares du parc naturel régional de Camargue. La Camargue est très appréciée des oiseaux pour sa localisation géographique et la grande variété de ses milieux aquatiques. Que ce soit pour le repos, l'hivernage ou la nidification, ils sont des milliers à y résider ou y passer. Pour préserver cette fonction d'étape ornithologique, une réserve naturelle de 13 117 hectares a été créée dès 1927 sur l'étang de Vaccarès. La vie de l'homme est ici étroitement liée aux éléments, le vent, l'eau douce, l'eau de mer, le soleil, la faune sauvage et domestique, enfin la flore.
Aux Saintes-Maries de la Mer, l'église fortifiée, édifiée au XIIe siècle par les moines de l'abbaye de Montmajour, abrite les saintes reliques de Marie Jacobée et Marie Salomé. Ces dernières et leur servante noire, Sarah, furent abandonnées sur une barque par les Juifs de Jérusalem en compagnie de Lazare, le ressuscité, Marthe, Marie-Madeleine et Maximin, l'aveugle guéri. Conduites par Dieu jusqu'à la plage des Saintes-Maries de la Mer, les deux saintes et leurs servantes s'établissent sur place alors que leurs compagnons évangélisent l'Europe. Les Gitans vouent à Sarah, leur patronne, une très grande vénération. Sa statue, habituellement située dans la crypte de l'église, est conduite en procession jusqu'à la mer une fois par an au mois de mai. À l'ouest des Saintes-Maries de la Mer, les marais salants d'Aigues-Mortes prennent de fabuleuses couleurs lorsque leurs eaux sont saturées de sel. Afin de donner au royaume de France un port sur la Méditerranée, Saint Louis ordonne au XIIIe siècle la construction d'Aigues-Mortes, ville fortifiée. 1634 mètres de remparts et 20 tours délimitent un rectangle de 500 mètres sur 300, à l'intérieur duquel fut géométriquement tracée la ville. Sous les effets combinés du vent et des alluvions, la mer recule et les chenaux s'ensablent. Aussi, au XVIIIe siècle, la ville perd son rôle maritime au profit du port de Sète, créé pour lui succéder. Au beau jour, on peut voir dans le ciel de Camargue, chaque soir, le défilé des formations de flamants roses qui rejoignent leur lieu de repos. Ancienne capitale de la Provence, Aix a conservé des XVIIe et XVIIIe siècles le charme des fontaines et l'élégance des hôtels particuliers qui bordent rues et avenues, comme ici, sur le cours Mirabeau. Ainsi que toute ville de Provence, Aix a son marché aux couleurs vives et aux accents chantants.
L'hôtel de ville du XVIIe siècle est dominé par la tour de l'horloge, ancien beffroi de la ville au XVIe siècle. La cathédrale Saint-Sauveur mélange différents styles architecturaux allant du 5e au XVIIe siècle. La façade comprend un portail roman provençal et une partie gothique flamboyante du XVIe. 2 statues seulement sont anciennes, dont celle de la Vierge et l'Enfant. Le cloître est d'époque romane. Les colonnettes jumelées et les chapiteaux, à feuillage ou historiés, confèrent à l'ensemble un charme certain. À quelques kilomètres au nord d'Aix-en-Provence, au pied de la montagne du Luberon, le château de Lourmarin comprend une partie 15e siècle, le château vieux, et une partie Renaissance, le château neuf. Il abrite la fondation Lourmarin Laurent Vibert. Chaque année, de jeunes artistes et hommes de lettres ou de sciences sont hébergés au château. Ils peuvent ainsi travailler leur discipline en toute quiétude. Depuis 1929, se réalise la pensée du fondateur. Cette demeure est ouverte à l'art, à l'esprit et à l'amitié. Plus à l'est, proche des contreforts du Grand Luberon, le château d'Ansouis a le charme des demeures habitées par une même famille depuis des siècles. La salle de garde est ornée d'armures et d'armes qui vont du XVIIe au XIXe siècle. La salle à manger est dotée de remarquables tapisseries flamandes du XVIIe. C'est au pied de la montagne Sainte-Victoire, dans le parc du château de Vauvenargues, que repose la dépouille mortelle de Pablo Picasso. Culminant à 1011 mètres d'altitude, le massif calcaire de la montagne Sainte-Victoire porte en son extrémité ouest la croix de Provence. Haute de 17 mètres, elle domine majestueusement la région d'Aix-en-Provence. Certains soirs, au soleil couchant, le paysage se teinte de nuances indo-chinoises. Marseille, la cité phocéenne fondée aux alentours de l'an 600 avant Jésus-Christ, s'éveille toujours le matin aux accents chantants du marché aux poissons du Vieux-Port. Allez que ça bouge et les clients profitent. Il y a plus d'1 kilo. La royale. Allez, 30 le kilo, 30. Allez, à 40 fois le kilo des merveilles. Allez, tout vivant, la madame. Allez, à 40 fois le kilo. On la prépare. Et le pêcheur, c'est pas. C'est lui le pêcheur. Le pêcheur. C'est vers les quais du Vieux-Port, construits sous Louis XII et Louis XIII, que convergent toutes les rues de Marseille, dont la plus célèbre d'entre elles est la Canebière.
Proche de la Canebière, le Palais Longchamp, imposante construction bâtie entre 1862 et 1869 par l'architecte Henri Espérandieu, est animé des jeux d'eau de ses fontaines. Représentatif des goûts architecturaux du XIXe siècle, usant largement des colonnades et des statues néoclassiques, le palais abrite le musée des Beaux-Arts et le muséum d'histoire naturelle. Confiée à la responsabilité du même architecte, la basilique Notre-Dame de la Garde fut construite dans un style romano-byzantin. Son clocher, haut de 60 mètres, est surmonté d'une énorme statue dorée de la Vierge. De son parvis, le panorama sur la ville de Marseille est exceptionnel. Au départ du Vieux-Port, dont les anneaux sont aujourd'hui principalement occupés par des bateaux de plaisance, commencent les excursions en direction de l'île du Château d'If. C'est aussi un excellent moyen d'apprécier l'architecture des bâtiments qui bordent le vieux bassin, comme le fort Saint-Jean et le château du Pharaon, ancienne résidence de l'impératrice Eugénie. Rendu célèbre par Alexandre Dumas qui enferma le comte de Monte Cristo, le château d'If construit au XVIe siècle était initialement un avant-poste destiné à protéger la rade de Marseille. Devenu inutile dans sa fonction défensive, il fut transformé en prison d'État. Opposant au coup d'État de 1851, le Masque de Fer, Huguenots de Provence et d'ailleurs furent autant de prisonniers incarcérés dans ces sinistres geôles. Cassis est un petit port de pêche très animé, réputé pour la qualité de ses poissons, crustacés et fruits de mer. Les falaises calcaires des massifs de Marseille-Vert et du Puget sont entaillées de fjords appelés calanques qui font aussi la réputation de Cassis. La visite par voie maritime de ce littoral torturé est certainement le meilleur moyen de l'apprécier. Il est aussi possible d'en goûter les charmes en utilisant le sentier littoral qui relie Marseille à Cassis. Ces falaises sont également des sites d'escalade très réputés qui voient défiler les plus grands noms de la discipline. Âme éternellement renaissante, âme joyeuse, fière et vive, qui hennit dans le bruit du Rhône et de son vent, âme des bois pleins d'harmonie et des calanques pleines de soleil, de la patrie âme pieuse, je t'appelle, incarne-toi dans mes vers provençaux. C'est signé Frédéric Mistral.